Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Violence basée sur le genre au Mali, comment mettre fin au phénomène? C'est le thème central de notre émission, le Grand Dialogue de ce soir. De plus en plus, des femmes meurent au Mali sous le coup de leur conjoint. Parmi les derniers cas en acte, celui de Fatoumata Bouaré, dite Tata. Enceinte de jumeaux, elle aurait perdu la vue après une dispute conjugale. Cheikh Oumar Sangaré, l'époux de la défunte qui l'a battue, a été arrêté suite à une plainte des parents de la victime. L'affaire est devant le tribunal de la commune 5 du district de Bamako. Qu'est-ce qui explique donc cette situation? Pourquoi le phénomène persiste toujours? Comment se fait la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre? Et comment est perçue même la communication autour de ce phénomène? Pour répondre à ces différentes questions, nous avons fait appel à 3 personnes. Kumbaba, experte en genre, Halashi Maïga de l'association Solidaris 223, une organisation qui aide beaucoup les victimes de violences basées sur le genre. Nous avons avec nous également Moussa Guindo, expert en genre et conseiller technique au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. La première question sera pour vous, Moussa Guindo. Quelle est la situation au Mali? Violence basée sur le genre. Merci. Moussa Guindo, conseiller technique au ministère des Mali établi à l'extérieur, le magistrat praticien du droit, spécialiste en genre. Effectivement, ça fait peur. Et il est bon de débattre là-dessus. Et quand on débat, c'est la sensibilisation. Je pense que le décor est planté avec Kumba et puis l'association qui prend les victimes en charge. Moi, j'ai dit trop, c'est trop. Il faut arrêter. Parce que la femme, elle n'est pas un objet, elle n'est pas faite pour ça. Des agressions, ça continue. On a commencé 1, 2, 3, 4, 5, et c'est trop. Maintenant, aujourd'hui, avec la marche silencieuse, avec beaucoup de mobilisation des ONG et des associations, je pense que le département ou bien le ministère en charge de la femme, l'État, doit prendre des mesures. Les mesures, c'est quoi? C'est de dissuader, c'est de sensibiliser, c'est de faire comprendre aux gens qu'on court un grand danger. Être dans un couple, c'est être au paradis. Ça veut dire quoi? En paix avec ta conscience, en paix avec ton mari. Mais s'il y a des menaces, il y a des inquiétudes, il y a des agressions, jusqu'à mort d'homme, je pense que c'est très grave. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est dû à quoi? Les gens parlent de la pauvreté, de l'incompréhension. Non, il faut juste appliquer la loi. Et voilà pourquoi il est bon aujourd'hui d'aller vers une loi particulière, un code particulier pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend des cas d'assassinat, des cas de meurtre, parce que quand on parle d'assassinat, ça dit qu'il y a une préméditation. C'est fait à dessein. Vous vous armez, vous allez ôter la vie à quelqu'un. Et tout simplement parce que c'est une femme. Et je pense qu'il est temps qu'on revienne au niveau des textes, qu'on revienne au niveau de la sensibilisation, qu'on réorganise toute la société pour dire qu'on court un danger. Et je suis vraiment d'accord avec ce débat. Je pense qu'il faut aller vers des textes qui sont durs et qui doivent dissuader. Kumbaba, vous venez d'écouter Moussa Guindo qui disait tout à l'heure que vivre en foyer, c'est vivre en harmonie avec son conjoint. Mais on remarque de nos jours que c'est le contraire. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Mariam, d'abord, je voudrais m'incliner sur la mémoire de toutes nos martyrs qui sont tombés, surtout celles qui ont perdu la vie des mains de celui-là même qui devait les protéger. C'est un drame pour celle qui est tombée, la victime, un drame pour toutes les personnes aussi qui survivent cette victime. On peut dire que c'est même des triples drames, parce que non seulement la victime est partie, mais les enfants et les parents qui survivent cette victime sont marqués à jamais. Et celui aussi par lequel le meurtre a été commis, surtout dans notre contexte, a tarni le nom de sa famille à jamais, au moins sur 20 générations à venir. Moi, je voudrais d'abord qu'on mette dans le contexte, parce que les violences faites à l'endroit des femmes et des filles sont multiformes et se manifestent de plusieurs manières et pas seulement qu'au sein du foyer. Les violences à l'endroit des femmes et des filles sont un ensemble qui sont aussi incluses dans les violences basées sur le genre. Mais il y a une différence entre les violences basées sur le genre
et les violences faites aux femmes et aux filles. Et quelle est cette différence? Les violences basées sur le genre sont plutôt génériques. Ça, c'est des violences qui sont faites à l'endroit d'une personne, qu'importe son sexe, mais à cause de son genre. Parce que le sexe et le genre sont différents. Par exemple, toute jeune fille, plutôt dans le niveau sportif, on voit qu'elle est attaquée parce qu'on la trouve masculine. Elle ne s'habille pas en jeune fille, dépendant de l'attente sociétale, et qu'on lui fasse une violence. C'est une violence qui est dirigée sur son choix de vie, donc son genre. Parce que ça répond à une attente sociétale. Parce que dans ma compréhension, la fille doit se comporter comme ça. Elle ne le fait pas, alors je dirige la violence contre elle. Pour ceux qui ont des choix de partenaires qui sont différents de ce qui est classique, en général, chez nous, ce qui est acceptable, c'est l'hétérosexualité. Et quand on choisit d'avoir un conjoint du même sexe que soi et qu'on subit une violence à cause de cela, c'est une violence basée sur le genre. Des hommes qui peuvent aussi avoir des aspects un peu plus efféminés ou des hommes qui choisissent d'être beaucoup plus matures et d'être beaucoup plus humains en disant « Aujourd'hui, c'est moi qui vais aider ma femme à la cuisine. Aujourd'hui, c'est moi qui vais porter l'enfant au dos. Aujourd'hui, c'est moi qui vais me lever à 4 heures du matin pour donner le biberon parce que madame, elle est fatiguée ou elle a d'autres obligations qui font qu'elle doit se lever tôt. » Vous allez voir que des fois, même le cercle restreint, la famille ou les amis de cet homme-là vont lui faire des moqueries, vont le harceler, faire le bullying parce qu'il choisit pour eux de faire un métier ou un travail qui est légué seulement à la femme. Donc là aussi, c'est une violence basée sur le genre. Parce qu'il ne répond pas à une attente sociétale qui est que l'homme est macho, l'homme ne s'occupe pas de l'enfant, l'homme ne donne pas le biberon. Dès qu'il va dans le champ, alors on le traite d'efféminé ou en tout cas un homme qui n'est pas responsable. Oui, aujourd'hui, les femmes souffrent beaucoup au sein du foyer. Mais moi, je voudrais compléter ce que notre cher ami Guindo est maître, parce que vraiment, il nous aide beaucoup par rapport à la lutte féministe et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est un des hommes que nous aimons appeler les Hiforchi, les Kamale Nisara, parce qu'ils ont compris que la problématique des violences à l'endroit des femmes et des filles n'est pas que du seul ressort des femmes. Il s'agit d'un fléau humain. Et moi, je pense que comme on a catégorisé Covid, comme on a catégorisé Ebola, vraiment, c'est un problème de santé publique. C'est une pandémie qu'on observe aujourd'hui. Et si nous ne faisons pas gare, nous sommes en train d'affecter une génération au moins sur 20 ans. Parce que toutes les personnes qui, jour et nuit, aujourd'hui, dès que tu tournes les nouvelles, que ce soit sur les réseaux sociaux, que tu parles à un membre de ta famille, automatiquement, dans 2 heures de discussion, des cas de VBG ou de violences faites aux femmes vont ressortir au moins 3 fois. Et que tu le veux ou pas, ça t'affecte, consciemment ou inconsciemment. Donc, il est grand temps que nous voyons plutôt le fléau comme des conséquences de plusieurs choses qui ont manqué. Oui, ici, on aime vraiment mettre l'accent sur le manque de texte. Mais moi, je pense que ça seulement, ça ne suffit pas. Pour le manque de texte, Kumba, nous allons en venir. Il y a des pays, comme il a conclu sur ça, il y a des pays qui ont des lois beaucoup plus répressives. Mais aujourd'hui, ces pays, tels que l'Afrique du Sud ou la France, ont des taux de violence beaucoup plus élevés que pour nous. Mais nous devons voir notre contexte sociétal et qui nous sommes. Et ça ne marche pas, et surtout quand on revisite nos histoires. Parce que beaucoup de personnes disent à nous qui sommes féministes, quand on revendique, on ne doit pas taper une femme, on ne doit pas manquer aux droits fondamentaux d'une femme, automatiquement on pense que tu veux porter un pantalon ou tu veux devenir une Européenne ou en tout cas une Américaine, quelqu'un qui n'est pas ancré dans les valeurs sociétales africaines. Or, je nous demande de revisiter notre histoire et de remonter depuis l'Égypte ancienne, de voir nos cultures qui sont fortement matriarcales. Donc, on ne peut pas dire que nous avons une culture, un passé qui ne respecte pas la femme. On pense récemment à la charte de Kokanfuka Mané Kaleka, qui respecte même l'arbre, qui respecte toute âme. On dit toute âme est une âme, et aucune âme ne vaut mieux qu'une autre. Mais une âme peut être plus ancienne qu'une autre. Ni beseka koreani ni mais ni mafsani ni. Ali baka on yorobola, ali yero ni yorobola. Que ce soit les animaux, que ce soit la flore. On doit respecter tout le monde. Donc aujourd'hui, voir que beaucoup pensent que la femme est un être
de seconde classe et elle devait avoir un homme masculin, devait avoir une raison de vie ou de mort sur elle, je veux dire, on est mal barré. On est très mal barré. Donc, il faudrait que les plus hautes autorités, et nous, en tant que parents, pas en tant que femmes, parce que seules les femmes ne peuvent pas résoudre ce combat. C'est l'homme qui est le chef de famille. Aujourd'hui, c'est ce modèle sociétal qu'on a choisi. Alors, Kumba, juste stop un tout petit peu le temps de faire réagir Halachi Maïga. Halachi, Kumba vient de dire que les VBG actuellement au Mali sont une pandémie. Vous êtes une association qui aide beaucoup les victimes. Dans votre combat, quel genre de violence vous rencontrez? Je dirais pareil, peut-être c'est plus que même une pandémie. Et si je me réfère seulement par rapport à la première marche que nous avons eu à organiser lors de l'assassinat de Kamisa Kamara en 2016 à aujourd'hui, il y a eu Mariam, il y a eu Kamisa, on s'était retrouvés pour organiser de façon spontanée, à organiser une marche par rapport au soutien des victimes. Nous disons à la première que trop c'est trop. Et en 2002, Guindo vient de répéter les mêmes termes, trop c'est trop. Entre-temps, de 2016 à aujourd'hui, seulement nous, à notre niveau, les victimes d'essais que nous avons enregistrées, c'est plus d'une dizaine, à notre connaissance. Et comme elle l'a dit, ces violences, c'est toutes les formes. C'est toutes les formes. Mais moi, je pense qu'il faut peut-être souvent, dans le cadre de la sensibilisation, comme Moussa l'a dit, mettre l'accent sur les formes les plus graves pour vraiment marquer l'esprit d'un gens. Je me pose souvent également des questions sur le phénomène. Est-ce aujourd'hui c'est l'effet ou c'est des réseaux sociaux qui fait que nous nous rendons compte à tel point cette violence existe déjà dans notre société, ou réellement c'est nouveau pour nous parce que réellement ça existait depuis avant? Ça, c'est des questions que je me pose. Est-ce que cette violence, c'est seulement les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui venus pour vulgariser ces violences-là, et montrer cette violence qui, pour partant au passé, existait déjà? Que ce soit l'un ou l'autre, moi je pense que l'heure est venue, comme Moussa l'a dit dans ses propos. Il nous faut des textes. Il faut vraiment un code qui de façon spécifique, qui tranche. Il faut également une loi spécifique qui tranche. Maintenant, par rapport aux formes de violence que nous avons, il y a l'assassinat, il y a les violences liées aux finances, il y a les violences liées liées seulement par au rapport de famille entre belle-fille, belle-mère. Il y a les rapports, il y a tout ce que tu peux imaginer comme violence existe aujourd'hui dans le cadre des violences faites aux femmes. Mais pour autant, il faut également aussi reconnaître qu'il y a des hommes qui sont aussi victimes de ces violences-là. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas occulter. Est-ce que dans le cas malien, les hommes se manifestent également? Les hommes ne se manifestent pas. Même les femmes qui constituent comme la couche la plus fragile aujourd'hui ne se manifestent pas. Ils gardent beaucoup le silence. Et peut-être, je pense que les réseaux sociaux aussi ont contribué à ce que certains acceptent, même de façon anonyme, à se déclarer. J'ai un ami qui a fait un post sur Facebook l'autre jour qui disait que lors de la marche que nous avons eue contre les violences faites aux femmes, il y a des hommes qui ont participé à la marche, mais pourtant qui sont reconnus comme des hommes violents. Donc la question qu'on se pose, comme autant des femmes qui ont participé à ces marches-là, et pourtant qui sont violentées, qui gardent le silence sur leur propre violence, et pourtant qui viennent dénoncer la violence des autres. Et pourtant, au même moment, elle est en train de marcher, elle a laissé un violent derrière à la maison, qui peut-être la plupart quand elle retourne, c'est pour encore être victime de cette même violence. Donc c'est pour te dire que là, c'est très complexe à la fois et c'est vraiment un fait de société. Les gens oublient souvent que cet homme qui est violent, il est le fils d'une femme. La femme également qui est décédée, qui a été tuée, cette femme également aussi est la fille d'un homme. Donc c'est vraiment un truc de société qu'il faut réellement que
le travail qui doit se faire, à mon avis, c'est vraiment au niveau de la société. Il faut vraiment sensibiliser et introduire dans la sensibilisation certains leaders. Je parlais de leaders religieux, qui peut-être que nous les entendons très peu sur ces questions-là. Très peu. Que j'entends, je vais à la mosquée, que j'entends à la hutuba du vendredi, que l'imam fait la hutuba soit accentuée sur la violence faite aux femmes. En attendant des textes, comme tu l'as dit, ou encore une loi spécifique sur la question, vous avez cité tantôt des cas. Quelle est la suite judiciaire donnée à ces cas? Est-ce qu'il y a eu une suite? Je vais citer peut-être 3-4 cas qui m'ont beaucoup marqué. Allez-y. Et bon, pour Mariam, c'est un cas qui a été judiciarisé. Et pour Kamisa, elle, je ne peux pas me prononcer sur la suite. Mais pour le cas de la petite Aya Diallo, c'est à Bankoni. Il a été tiré sur le cou de son copain. Mais le jour où nous on s'était présenté dans la famille, le père nous a chassés. J'ai des témoins qui sont en vie, qui sont là actuellement, qui peuvent le dire. Le père nous a dit de sortir de sa maison, que c'est sa fille. Si elle est morte, qu'elle est morte pour lui, pas pour nous. Et à ma connaissance, après, nous n'avons pas eu de suite que la famille a posé plainte. Et dans ce cas de figure, nous ne pouvons pas nous mettre devant parce que nous avons été plusieurs fois aussi considérés comme des gens qui se mettent au devant des familles pour poser des problèmes, même souvent aux familles, et non d'aider les familles. Il y a le cas de Fatoumata. Fatoumata, elle est là à Manyambougou. Elle, son cas m'a marqué parce qu'elle a fait juste le baptême de son petit-fils. Imaginez une femme mariée, jusqu'à sa première fille a déjà une petite fille. Et pourtant, qui est victime de coups de marteau de son mari. Ça, il s'est fait hier. Tu vois. Donc, il y a aussi le cas de... ça, c'est pas à Bamako. Mais... elle, son cas, ce qui a été un peu particulier, c'est que presque même c'est comme si même la famille de l'homme a assisté sans en quelque sorte réagir. Maintenant, quand tu prends un peu, quand tu contournes la question un peu de ça, le trait commun entre la plupart de ces cas, les parents des femmes même sont au courant. Certaines femmes ont même quitté leur foyer et qu'on leur a dit de retourner auprès de cet homme pourtant qui était déjà apparu violent pour la femme et pour même les parents de la femme. Et pourtant qui renvoie toujours la femme vers ce violent et que la suite là, on connaît ça se terminer pour la plupart de ces cas au cimetière. Moussa Guindo, vous venez d'entendre Alachi. Comment peut-on aider la famille des victimes ou aider une personne victime de violence également quand la famille se met est une barrière? Ouais. Bon, c'est compliqué, ça ne fait pas de notre culture. Et que fait la justice? Voilà, la justice c'est son rôle. Il faut que la justice soit saisie. Il faut que la justice puisse s'auto-saisir. Il est dit dans nos textes, c'est quand un procureur attend, ou bien il est informé, ou à travers des journaux, il peut se lever et poursuivre. Comment on appelle, l'auteur de ces crimes-là. Et ces crimes sont dénoncés. Et la plupart de ces crimes dont il vient de dire, depuis 2010, je me rappelle, tout ça a été judiciarisé. Bon, maintenant, si la procédure est déjà à l'information, il sera très difficile de communiquer là-dessus en tant que praticien. En français facile. Voilà. Judiciarisé, cela veut dire que ça veut dire que la justice est saisie. Le procureur, son rôle, c'est de poursuivre tout ce qui viole la loi. Bon, maintenant, si c'est des cas criminels, dès que le procureur commence à poursuivre, directement, il ouvre une information. Et ça, on donne au juge d'instruction. Là, le juge d'instruction a tout le temps de réfléchir. La loi lui donne même 3 ans d'enquête. Et s'il y a un problème à ce niveau, il peut prolonger encore jusqu'à 3 ans après et renouveler une fois. Ça veut dire qu'en 6 mois, dans ce cas, s'il finit son dossier, à écouter tout le monde, comment le crime s'est passé, il prend une ordonnance
il saisit la cour d'appel. Et la cour d'appel met le dossier aux assises. Et les assises, c'est 4 fois dans l'année. Et c'est chaque 3 mois. Vous voyez que chaque fois, s'il y a des cas pareils, parce qu'ils font trop de publicité autour de ces crimes-là, et c'est important, ça peut dissuader. Ça dit que n'importe qui n'est pas autorisé à ôter la vie à quelqu'un, surtout une dame. C'est ça qui fait mal. Moi, je veux qu'on quitte dans la littérature, qu'on pose des actes. Tous ceux qui violent, il faut les dénoncer. Les parents ne peuvent pas se barricader. Ils seront des complices. Quand tu es témoin, tu dois être interpellé. Moi, j'ai eu un cas, je ne sais pas, c'est en commune 1. Le monsieur, un ancien, il a eu tout le temps de préparer son crime, aller payer l'arme du crime, venir tuer sa femme, le dépêcher, le mettre dans le sac et transporter son corps, aller jeter pendant quelques jours, plus d'une semaine, 10 jours, sans qu'on se rende compte. Et il est parti rendre l'arme là où il a vendu. Là où il a acheté. Oui, là où il a acheté. Ça dit c'est très grave. Mais maintenant, les associations, les ONG, c'est vrai, battez-vous, allez-y taper à la porte. Il faut dénoncer. Tant que le juge n'est pas informé, ils ne peuvent rien faire. Mais la réalité aussi, ce qui est bon, c'est de voir comment sensibiliser. Moi, je me base sur ça. Parce que comme Kouma l'a si bien dit, avec des textes, on connaît des pays. Mais ça, ce n'est pas le cas des Maliens. Parce que la violence n'est pas dans notre culture. À chaque fois, s'il y a des cas, ça surprend. On trouve que c'est des proches. Il y a des combines, il y a des montages, il y a même des gens qui essayent de couvrir les indices. Vous voyez un cas qui n'est même pas 48 heures. Faire monter quelqu'un, aller préparer le coup et finir pour dire que c'est un tel. Bon, comme les enquêtes sont en cours, en tant que praticien, je ne rentre pas dans ce jeu. Il faut éviter ça. Mais tout ce qui veut faire, ça c'est des dénonciations. Même avec des attaques kamikazes aujourd'hui, on dit qu'il faut que la population communique. Par rapport au VBG, c'est comme ça. Moi, je l'ai dit, vous voyez, à 4h, à 5h du matin, vous entendez des cris dans les cours. C'est quelqu'un qui bat sa femme. C'est clairement devant tout le monde. Personne ne peut broncher. Mais à ce temps-là, un policier ne peut pas rentrer. Parce que dès que tu le fais, on va te poursuivre pour violation de domicile. Mais il faut tenir compte de tout ça. Et qui peut écouter les femmes? Ce n'est pas des hommes. Parce qu'une femme, elle est disponible à dire, à se mettre en exergue devant une autre femme pour dire j'ai subi ça, sans honte, sans crainte. Mais devant un homme, il y a des obstacles. Voilà pourquoi, à travers des enquêtes, ça rend difficile d'avoir les indices réels pour accuser les gens. Et ensuite, par rapport aux assises, je ne suis pas d'accord par rapport au maître aux assassinats, que quelqu'un qui parvient à commettre l'acte, qui sort avec 5 ans, 6 ans de prison. Ce n'est pas normal. Un criminel est un criminel. Il faut revoir cela. Voilà pourquoi il faut aller vers un texte particulier pour les femmes. Et pour les femmes uniquement parce que c'est des femmes. Parce qu'on dit aujourd'hui, quand on dit des coups de blessures volontaires, on fait allusion à l'empoisonnement, on dit que c'est des pratiques néfastes. Non. Il faut prendre un texte clair et une loi très claire dans ce sens-là pour dire ne touche pas à la femme. C'est ça notre réalité. Bon, souvent, il faut quitter le cadre de la culture aussi. Parce qu'on laisse beaucoup de choses. C'est mon voisin, c'est mon frère, c'est parce que c'est la religion. C'est vrai. Mais la vie d'une femme, ce n'est pas n'importe quoi. Et si on va dans ce sens, je pense qu'on peut s'en sortir. Vous avez posé la question, comment mettre fin à cette pratique? Et c'est aux yeux de tout le monde, ça évolue. Il peut faire des statistiques. Moi, je prends 2010 tout près à maintenant. Il y a combien de maîtres de femmes? Et ça continue comme ça. Et il y a des journaux spécialisés dans ce domaine. Ce qui veut dire que c'est un bon marché. Et c'est la vie de quelqu'un, qui est la femme. Comme a dit, il y a des types de violences, des pratiques néfastes, si les jeunes filles, si des enfants. Il faut revoir tout ça. Je pense qu'avec des textes, il faut renforcer la sensibilisation, il faut dénoncer, il faut qu'on soit solidaire autour de cette couche vulnérable. Koumbaba, est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui de prévenir ces violences-là? Comment prévenir avant que ça ne dégénère? Merci beaucoup, Mariam. Tout est dans la prévention. Parce que quand on réagit après coup, c'est déjà trop tard. Il y a au moins, for sure, une vie de perdue et plusieurs vies bousillées. Donc, il faudrait qu'on travaille collectivement sur la prévention. Je voudrais seulement peut-être encadrer un peu, pas encadrer, je m'excuse d'avoir utilisé ce mot, mais d'ajouter, enrichir ce que Alachi a dit par rapport au type de violence et que Guindo aussi vient de toucher. Donc, les types de violences à l'endroit des femmes et des filles sont multiples. On peut parler, comme là, ces violences physiques qui peuvent finir par un meurtre ou un assassinat. Et ces violences physiques peuvent être aussi sexuelles ou sexistes.
quand on viole une femme, c'est une violence sexuelle et elle est physique. Mais quand on harcèle une femme ou qu'on dise à la femme, c'est toi qui dois faire le ménage aujourd'hui, personne d'autre ne fait le ménage, et nous-mêmes, on jette les ordures partout parce qu'on sait qu'on ne veut pas, c'est une femme qui le fait, ça c'est sexiste. La violence peut être psychologique ou émotionnelle, et des fois, ça s'accompagne toujours des violences physiques. Avant que la violence physique ne vienne, on va trouver que pendant très longtemps, la victime ou la survivante a accepté ou a subi les violences psychologiques sur le tas. La violence peut être aussi, comme il a dit, économique ou financière. À la femme, on l'interdit d'avoir des sources de revenus pendant qu'on ne lui donne rien, ou quand elle a ses sources de revenus, pour elle-même, par elle-même, on lui demande de se verser ça et on prend le contrôle de ses revenus. Tous ces cas-là existent chez nous. La violence peut être aussi institutionnelle, pour ne pas dire structurelle, où c'est l'État même, comme dans notre cas, qui fait des violences à un type de ses citoyennes, comme nous, parce que la Constitution dit aucune discrimination. Et on a des lois spécifiques, même si on n'a pas encore les lois spécifiques genre, ou les lois spécifiques contre les violences faites aux femmes et aux filles, on a quand même la fameuse loi dite 052, qui nous aide un peu sur la prévention des violences politiques ou institutionnelles. Et cette loi même n'est pas respectée. Donc, il y a toute une pléthore. Et la plupart du cas, une femme, quand elle est victime de violence, tu vas trouver rarement qu'elle est victime d'une seule. La même femme va subir au moins 3 ou 4 victimes, types de violence. Ça, c'est une chose. La prévention, elle est clé. Et j'aimerais vraiment dire que pour moi, la violence fait partie de la culture malienne. Et je présente mes excuses à nos aînés d'emblée. Mais quand est-ce que quelque chose devient une culture? Parce qu'on vient de citer les cas, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans ça. On a tout vu. On a tout entendu. Des choses même qu'on ne voit pas dans les films. Les choses qu'on ne peut pas nous imaginer. Et jusque-là, on nous dit, non, Malien, on te violence fait, on te violence donc. En bas, donc, il faut qu'on brûle là-dedans. Et c'est important de reconnaître le mal pour pouvoir le corriger. Alors, comment reconnaître une personne qui est dans ce mal-là et secourir cette personne à temps? On ne reconnaît pas tout le temps, comme Alaché il a dit, mais nous devons ouvrir les yeux et être très neutre en jugement. Très neutre en jugement. Moi, j'ai survécu à plusieurs types de violences. Et je sais qu'il n'est pas donné à tout le monde d'ouvrir sa bouche pour le dire. Parce que des fois, c'est ta famille même qui ne te comprend pas. Et qui ne te soutient pas. Mais pas consciemment. Elle pense bien faire. Donc, il faudrait que nous aussi, nous nous éduquons et nous nous informons pour ne pas vite porter les jugements et savoir que tout individu, tout être a son degré de tolérance qui est propre à elle ou à lui, si c'est un individu. Donc, ne disons pas « supporte ça ». Parce que beaucoup de femmes disent, ou beaucoup de conseils, hommes ou femmes, parents, te disent de supporter, mais quand ça leur arrive eux-mêmes, ils ne peuvent pas supporter. Donc moi, je pense que nous devons collectivement être supportifs, être vraiment engagés, supporters, soutien aux victimes potentielles, aux survivantes, plutôt que d'apporter le jugement. Nous devons aussi voir l'équilibre. Tant on dit la police ne peut pas rentrer chez toi quand elle entend les cris, parce que ça serait violation de domicile, mais aussi on a aussi dans notre code non, quand on dit non-assistance en personne en danger. Donc entre deux mots, on choisit le moins de mal. Quand le policier te demande, Moumé, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce que tu as besoin d'aide? Il me remet des mains. Oui, j'ai besoin d'aide, on peut me tuer. Oui, il doit entrer. Le procureur n'a pas à attendre que quelqu'un aille chez lui déposer plainte. Quand il y a mort d'homme, automatiquement, le code pénal est violé. Je ne suis pas juriste, mais je pense que le procureur a l'obligation en ce moment, en tant qu'avocat de la République, de protéger les lois de la République et de s'autosaisir. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'on éduque nos enfants à bas âge. Et il faut qu'on arrête de penser que la femme n'est rien qu'une femme. Avant qu'elle ne soit femme, elle est d'abord être humain, créature de Dieu au même titre que l'homme. Parce que dans notre éducation, malheureusement, et même aujourd'hui au XXIe siècle,
même des intellectuels avec PhD, pensent qu'un homme vaut mieux qu'une femme. Comme on dit en musique, une blanche égale 2 noirs, on pense ici qu'un homme égale 4 femmes. Et ceci, à bas âge, à force de l'écouter, est ancré. Et beaucoup de fois, on nous dit, nous, féministes, c'est vous qui n'éduquez pas vos garçons. Eh bien, ma foi, on essaie. Hein? Mais quand l'homme, le chef de famille, n'accepte pas que tu donnes une certaine éducation féministe à ton enfant, tu traumatiseras ton enfant en voulant le faire. Parce que combien de fois on dit aux garçons, va laver tes habits toi-même, débrasse la table, tu allais jouer au foot, tu as sali tes chaussettes, tu t'es très mal par terre, alors tu fais toi-même ton linge. Combien d'hommes vont venir dire, tu ne vas pas transformer mon enfant en Zahir, que les homosexuels m'excusent, parce que c'est péjoratif. Mais on va dire, tu ne transformes pas mon enfant en femme. En femme. Ou un truc, ce n'est pas acceptable. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on est en train d'élever? On est en train d'élever un petit monstre qui va se croire prince ou roi même. Mais aujourd'hui, l'éducation qu'on donne à nos garçons n'a rien à voir en tout cas avec ce que j'ai témoigné de mes grands-parents, paix à leur âme, ou de mon défunt père. Ce n'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, les hommes maliens de Bamako surtout même, le fléau n'est pas que de Bamako, Alash il a dit. Moi, je connais au moins une dizaine de cas sur les 5 dernières années qui sont arrivés au village, hein, où on a eu des femmes qui ont, avec le djellé, on les a complètement éclaté la cervelle. Et l'homme a pris la fuite en vélo. Ou bien des fois même, on le tue et c'est il y a un complot autour pour cacher. Il faut travailler sur la prévention, mais la prévention, la clé de la prévention, c'est dans l'éducation. Okay. Et dans l'éducation humaniste et humaine de tout le monde. Mais qu'on arrête d'élever nos garçons comme s'il vaut mieux que les filles. Parce que la vie, comme il a dit, tuer une femme, c'est atteindre à la vie. C'est tuer la vie. Donc, à te comprendre, c'est que ce phénomène commence dès le bas âge dans l'éducation des enfants. Absolument. Maïga, quels sont les traits, par exemple, d'une victime de VBJ et comment vous faites en tant qu'association pour venir en aide à ces personnes-là? Oui, je vais juste réagir à ce que Koumba disait tout à l'heure. Vous savez, dans une famille, lorsqu'un garçon grandit dans une famille où il y a la violence, pour ce garçon qui trouve ses parents violents ou qui trouve sa maman violentée, pour ce garçon, il est normal lorsqu'il devient adulte de violenter une femme. Pareil que pour la petite fille qui grandit, qui pense que quand le jour elle a grandi, elle doit accepter à être violentée. Ça, c'est tristement des choses, des faits de société qui sont là. Voilà. Donc maintenant, pour revenir à ta question, nous sommes généralement, on a nos contacts et généralement nous sommes saisis. De bouche à oreille ou des gens qui connaissent nous disent « Ah, nous avons quelqu'un qui a besoin d'aide ». Et la plupart des cas que nous avons, c'est des cas de violence physique. C'est bien, 90% des cas que nous avons, c'est des cas de violence physique. C'est des cas où soit ils sont en instance de divorce, la femme a court de moyens, et elle n'arrive pas à obtenir un divorce. Et des cas où aussi la femme l'arrache ses enfants. Ça, c'est des cas comme ça. Des femmes qui sont souvent aussi des victimes de toute forme de gestion de vie familiale lorsque l'homme prend 2e femme ou 3e femme ou 4e femme. Donc, tous les cas que nous avons tournent autour de ces cas. Maintenant, bien sûr que ceux qui demandent à être écoutés, nous les écoutons ou nous les orientons vers d'autres organisations plus aptes à faire la prise en charge. Pour ceux qui nous aident et pour ceux qui souhaitent le divorce, également nous orientons vers les organisations qui nous accompagnent, vers la clinique juridique qui nous accompagne. D'ailleurs, merci, c'est grâce à Studio Tamani que nous avons pu la rencontre. Et depuis lors, nous orientons tous les cas de divorce vers la clinique juridique. Ça, c'est des cas que nous avons courants. Et généralement, certaines qui te demandent, OK, moi j'ai des problèmes avec mon mari. Et mon mari veut prendre une 2e femme. Tu demandes, OK, le problème c'est quoi? Je ne veux pas qu'il prenne une 2e femme.
Tu demandes, vous avez signé monogamie ou polygamie, elles te disent, j'ai signé polygamie. Là toi-même, tu te poses la question, il y a un problème. Lorsque tu acceptes de signer la polygamie, et que quand le mari veut prendre une deuxième femme, ça devient un problème. Là aussi, c'est un problème. Ça, il faut aussi dénoncer ça. Pour dire que ça, c'est des choses aussi que nous rencontrons couramment. Mais est-ce que généralement, c'est juste une parenthèse, parce que rares sont les femmes aujourd'hui qui s'asseyent avec leur conjoint pour discuter, par exemple, du régime à choisir. Généralement, certaines femmes nous disent même qu'ils découvrent le régime au sein de la mairie. Il y a ce cas-là également. Absolument, absolument. Ça fait partie même des femmes aussi qui signent monogamie, qui leur mari prend deuxième ou troisième femme. Ça, c'est des cas aussi que nous rencontrons beaucoup. Et c'est des cas souvent que c'est difficile à gérer parce qu'au même moment, la famille demande la sollicitation parce que son mari vient de prendre deuxième femme alors qu'elle a signé monogamie. Au même moment, elle a la pression de sa famille qui dit hey, si ton mari signe monogamie et qu'il veut prendre une deuxième femme, s'il s'occupe de toi, où est le problème? Donc, il y a ce genre de cas qui sont la plupart du temps, c'est des cas que nous avons. Nous avons aussi des cas, comme généralement, moi j'ai l'habitude à demander à ceux qui nous saisissent. Souvent, quand le problème est à un niveau où il faut aller à la justice, je leur demande la plupart du temps, dans votre famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te faire changer d'avis? S'ils disent oui, j'ai dit, donc allons vers cette personne. Parce que la plupart des temps, quand nous avons des cas de divorce, par exemple, nous contactons la clinique, ils engagent la procédure. Jusqu'à arriver à un moment donné, la personne revient pour dire que les parents m'ont dit de retirer la plainte. Et souvent, ils retirent la plainte pendant que même la clinique juridique qui les accompagne n'est même pas au courant. Nous-mêmes, on n'est même pas au courant. Donc ça, c'est des cas aussi qui existent et qui sont courants. Donc pour dire qu'aujourd'hui, la réalité est que la famille a un poids très élevé, que ce soit du côté de l'homme ou que ce soit du côté de la femme. Il y a des cas où la violence s'instaure parce que souvent, à un moment, l'homme même veut divorcer. Mais la pression de sa propre famille fait qu'il ne divorce pas. Ça, c'est des cas qui sont courants. Donc, la plupart des citations que nous avons, des plaintes que nous avons à notre niveau, tournent autour de ces questions-là. Alors, il nous reste moins de 10 minutes pour clore cette émission. Koumbaba, nous venons d'entendre beaucoup de choses. Absence de loi, de texte pour, pour mieux protéger la femme. On dit également que les violences, les VBG sont devenues une culture chez nous. Est-ce qu'il n'y a pas eu lieu aujourd'hui un peu de déconstruire le modèle reçu par la société? Absolument. D'abord, je voulais clarifier que la polygamie, quand elle est consensuelle, ça se dit ça? Consensuelle. Consensuelle, ce n'est pas une violence. Parce que c'est accepté par la loi. Les deux époux qui tombent d'accord qu'ils vont sur un régime polygamique, il n'y a absolument rien par rapport à ça. Non, mais je te compris, je veux seulement mettre dans le contexte. Les femmes qui découvrent malheureusement à la mairie même que le choix du régime discuté ou pas discuté, c'est parce que des fois ils ont discuté, mais le mari avec sa famille les met sur le fait accompli, pensant que à la mairie la femme aura honte de rebrousser chemin. Et souvent c'est le cas, mais on a eu des cas aussi qui ont refusé. Il faudrait déconstruire justement pour que les femmes ne se définissent plus à travers le mariage. Le mariage est très important et c'est une de nos valeurs fondamentales sociétales. Mais la vie vaut mieux que tout ça. Ta vie et celle de tes enfants et la santé mentale de ton entourage, ta famille, vaut mieux que tout ça. Et moi, je préfère que mes enfants me voient tous les jours plutôt que d'aller visiter ma tombe. Donc, il faudrait que les femmes commencent à être à l'aise avec le statut de divorcée ou de célibataire endurci. Tu es toujours une femme. Tu es toujours en vie. Et tu es valable citoyenne. Et une femme en vie. Et tu es valable citoyenne. Maintenant, il faut déconstruire. Je vais seulement dire une petite anecdote. Oui. Je suis sur une histoire d'une jeune fille de nos régions de l'Est qui a été violée à 13 ans. Dieu merci, elle se reconstruit petit à petit avec une petite fille de 2 ans. Mais ce qu'elle m'a dit,
elle n'a absolument aucune amie. Même quand elle croise quelqu'un dans le carré, la personne rebrousse chemin. Parce qu'on pense qu'elle est souillée à jamais. Si nous ne déconstruisons pas nos mentalités, comment on va pouvoir vivre comme ça dans l'intolérance? Au lieu de voir la victime, la survivante, comme celle qui doit être secourue, on la voit comme celle sur laquelle la honte doit aller. Moussa Guindo, que faire aujourd'hui pour mettre un frein à ce phénomène-là? On peut commencer par quoi? Voilà, c'est la sensibilisation. Il faut conscientiser les gens et il faut sévir. Moi, je suis dans ce cadre-là. En réalité, si on donne des cas... Sévir, c'est-à-dire une personne qui a tué une femme, l'époux qui tue son épouse, qui doit pas s'en sortir avec 5 ans de prison. Qui soit condamné à mort. Ça, c'est évident, sinon on ne va pas en sortir. La réalité, moi, je remercie Aladji et Kumba pour leur combat. Mais ce qui est sûr, on a des cas. Moi, il y a un mois seulement, j'ai rencontré une fille. Elle a 22 ans. Elle est venue me voir qu'elle veut divorcer. Je dis, il n'y a pas de problème, c'est ton droit. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il dit, mon mari m'a dit, si tu ne rentres pas chez toi, je vais commettre un crime parfait. Un mois. J'ai dit, là, il ne faut pas laisser. Va te plaindre. Elle est partie. J'ai cherché la date de l'audience. Je lui ai communiqué la date. Le lendemain, elle est venue me voir. Je ne divorce plus. Je m'attends bien avec mon mari. Est-ce qu'on peut se baser sur la famille, sur ça? La famille a 2 rôles à jouer. Protéger et dénoncer. Il faut rester dans ça. Les associations, je les sensibilise dans ça. Pousser les décideurs à décider. On a parlé de 0,52 aujourd'hui. La loi donne la possibilité aux femmes d'être dans le cercle de prise de décision. Et c'est le moment. Nous sommes dans la réforme, nous sommes dans la transition. Il faut aller vers ça. Et aujourd'hui, protéger la femme, c'est protéger tout un pays. Halachi Maïga, que faut-il aujourd'hui pour mieux protéger les victimes de VBG? Avant de répondre, je vais quand même lancer une petite interpellation. À l'endroit des ONG, associations qui reçoivent les financements. Parce que la réalité de ce combat-là, c'est aussi ça. Nous ne le voyons pas sur le terrain. Je le dis à haute et intelligible voix. Les organisations qui reçoivent énormément de financement ne sont pas vues sur le terrain. Et je vais pour exemple que nous avons même écrit à un certain nombre d'ONG pour solliciter sincèrement une audience qui nous permettra de mettre un accord ou une convention qui nous permette d'orienter l'argent que nous recevons, que nous ne pouvons pas prendre en charge parce que nous n'en avons pas les moyens. Nous sommes une association, nous travaillons sur le bénévolat. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces organisations-là ne nous ont même pas reçus. Donc, alors que c'est eux qui sont les organisations qui, chaque fois que nous partons, que les gens disent, c'est eux qui reçoivent les grands financements pour ce combat-là, mais qui ne sont jamais vus sur le terrain. Ça, c'est la réalité. Maintenant, la question, c'était... Que faut-il faire aujourd'hui pour mieux protéger les victimes de VBG? La première protection, c'est la famille. Pour moi, la première protection, c'est la famille. La deuxième, la famille doit dénoncer. Les victimes, dès qu'ils se sentent en danger, il faut qu'ils se sauvent. C'est ça la réalité. Parce qu'avant tout, pour pouvoir freiner ça, il faut aller avec la réalité. Il faut que les femmes se rendent compte à quel moment elles sont en danger. C'est seule la personne victime peut mesurer ce degré-là. Et c'est souvent ce qui fait que les femmes quittent leur foyer pour aller dans leur famille. Et la famille ne demande pas à quelle mesure elle a eu à mesurer le danger. Mais on pense seulement que la maman dit, moi, je suis restée dans ça toute ma vie. Merci beaucoup, Halachi. On prend... Affichez ce numéro-là, ça va sauver les vies. Merci beaucoup, 333. Et c'est sur ces mots que nous allons clore cette émission de débat. Ils étaient avec nous, nos 2 experts en genre, Moussa Guindo et Kumbaba, Halachi Maïga de l'association Solidaris 223, à la technique Mamadi Keita et Mamadou Ouattara. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.